François-Dominique Toussaint Louverture, à l'origine Toussaint de Bréda, né vers 1743 près du Cap français, actuel Cap haïtien, mort en captivité le 7 avril 1803 à la Cluse et Mijou, est un homme politique français des Antilles d'origine afro-caribéenne. Descendant d'esclaves noirs, il joue un rôle historique de premier plan en tant que chef de la Révolution haïtienne, 1791 à 1802, et devient une des grandes figures des mouvements anticolonialistes, abolitionnistes et d'émancipation des Noirs. L'historiographie haïtienne ou encore l'œuvre de l'abolitionniste Victor Schœlcher ont érigé Toussaint Louverture en modèle de libérateur de l'oppression. D'autres historiens présentent une vision plus contrastée du personnage, nostalgique d'un Saint-Domingue, perle des Antilles, dans lequel il a grandi et prospéré et dont l'opposition au système colonial de l'ancien régime serait à nuancer. Pourtant, c'est bien la Révolution qui porte cet ancien esclave noir affranchi dans les plus hautes strates du pouvoir militaire puis politique de la colonie française de Saint-Domingue jusqu'à sa chute face à l'armée du général Leclerc envoyée par le premier consul Bonaparte qui, parallèlement, rétablit l'esclavage, 1802. Arrêté et emmené en France, Toussaint Louverture finira ses jours en 1803, incarcéré en isolement au fort de Joux, dans le rude climat du Doubs, sans avoir pu connaître la proclamation d'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804 par son ancien lieutenant Dessalines. Toussaint Bréda, un habitant noir propulsé chef militaire d'esclaves insurgés. Un noir créole affranchi. La première partie de l'existence de Toussaint appartient en grande partie à la mythologie. Il serait né esclave à Saint-Domingue, actuel Haïti à ne pas confondre avec la capitale de la République dominicaine, au début des années 1740, non pas libre en Afrique car Toussaint occupait des fonctions de domestique, très certainement de cocher, une faveur qui n'était réservée qu'aux créoles. On raconte, au sujet de ses origines, qu'il aurait été le fils de Gaou de Guénon, un prince africain d'Alada, actuel Bénin. Cette rumeur circulait de son vivant. L'historien français du XIXe siècle Antoine-Marie-Thérèse Métral rapporte qu'en l'an X, quand la perte de Toussaint Louverture fut jurée, on lui reprocha, dans les journaux, d'être le descendant d'un roi d'Afrique, voyez les journaux de Vendémiaire et de Brumaire de ce temps. Selon l'historien M. Bernard Guénaud, dans son cours magistral enseigné à la Sorbonne, ce mythe d'une ascendance royale trouve peut-être son origine dans le fait que Toussaint Louverture savait lire et écrire, que cela impressionnait énormément les autres esclaves. Pourtant Toussaint n'a été alphabétisé que tardivement, puisqu'en 1779 il déclarait, dans un acte, ne savoir ni signer, ni écrire. Son éducation lettrée a donc été indépendante de ses origines familiales. Toussaint sert d'abord comme esclave sur l'habitation Bréda, située sur le haut du cap au nord de l'île. Il est le protégé du gérant Bayon de Libertat, qui lui aurait accordé une « liberté de savane », en d'autres termes, il bénéficie de la liberté de mouvement sans l'affranchissement. Selon les historiens Meunier, Débine et Fouchard, son affranchissement se serait produit en 1776. Mais cette date est ambiguë car basée sur un acte où il est question d'un autre affranchi, on ne sait donc pas si la date indiquée le concerne vraiment. De ce fait, s'il est certain qu'en 1776 Toussaint est totalement libre, il est probable que son affranchissement remonte à la fin des années 1760 ou au début des années 1770. Une fois affranchi, Toussaint prend comme patronyme, Bréda, le nom de l'habitation dont il avait été l'esclave. En 1779, on retrouve Toussaint Bréda à la tête d'une habitation produisant du café au Petit Cormier et comportant 13 esclaves parmi lesquels un certain Jean-Jacques qui n'est autre que son futur successeur et empereur Dessalines, comme l'a découvert récemment Jacques de Connat. Toussaint Bréda fait ainsi partie des esclaves noirs qui bénéficient, sous l'Ancien Régime, d'une ascension sociale. Sa situation, à l'aube de la Révolution française, est donc plutôt confortable pour un noir des colonies. Or la Révolution française menace l'ordre socio-économique dont il est, relativement, l'un des bénéficiaires. La question du rôle de Toussaint Bréda dans la révolte des esclaves du Nord en 1791. Il existe deux courants historiographiques au sujet du rôle joué par Toussaint Louverture dans la révolte des esclaves du Nord en 1791. Le plus important courant, représenté par Jacques de Connat, le présente comme l'un des instigateurs importants de l'insurrection dont il fut l'organisateur auprès des ateliers du Nord. L'historien haïtien du XIXe siècle Céligny Ardouin rapporte à partir de témoignages d'anciens vétérans, que Toussaint Bréda aurait été contacté par les royalistes pour fomenter l'insurrection. Les royalistes cherchaient, par ce biais, à porter atteinte au mouvement des patriotes autonomistes, c'est-à-dire aux petits blancs. L'insurrection lancée, la première réaction de Toussaint Bréda a été de mettre à l'abri son ancien maître Bayon de Libertat. Deux hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce fait. La première hypothèse est qu'il n'aurait pas envisagé que le mouvement puisse se retourner contre les grands blancs. La seconde est qu'il ne serait tout simplement pas l'un des fomenteurs de l'insurrection.
Le deuxième courant historiographique est animé par l'auteur Pierre Pluchon. Pour lui, Toussaint Bréda n'était pas forcément en phase avec ce mouvement insurrectionnel qui le menaçait d'une double manière. En tant que maître d'esclaves et de biens, il pouvait être la proie des insurgés. Dans la confusion des représailles quasi imminentes des Blancs, il pouvait facilement être une victime de la répression. Par conséquent, avec une certaine habileté, Toussaint Bréda aurait adopté un double jeu. D'une part, en mettant à l'abri son ancien maître bâillon de Libertat, Toussaint se serait assuré d'avoir un protecteur influent auprès des autorités coloniales. D'autre part, en approchant les insurgés en tant que médecin grâce à sa connaissance des plantes, il se serait assuré la protection de ses biens. Ce n'est peut-être qu'a posteriori, que ce double jeu lui aurait permis de s'ériger en intermédiaire entre les royalistes et les insurgés, puisque sa personne, connue des autorités à travers Bâillon de Libertat, aurait été en mesure d'apporter une certaine honorabilité au mouvement. Ainsi, on note qu'il est l'un des signataires de l'adresse à l'Assemblée coloniale du 4 décembre 1791 proposant en vain une amnistie générale, avec les deux meneurs de l'insurrection Jean-François et Biassou. L'enlisement marqué par l'extension du mouvement et la relative paralysie des propriétaires européens et mulâtres l'aurait poussé à s'impliquer davantage dans l'insurrection, dans le but de canaliser les insurgés, le transformant ainsi en meneur d'hommes. Cette vision critique émanant d'un auteur iconoclaste est toutefois loin de faire consensus auprès des historiens universitaires qui en critiquent le biais idéologique et l'absence d'un certain nombre de sources. Un brillant organisateur militaire, l'avènement de Toussaint Louverture. Toussaint Bréda, en plus d'occuper des fonctions de médecin chez les insurgés, offre ses services de conseiller à Biassou qu'il juge plus malléable que Jean-François, le chef suprême. D'après l'historien M. Bernard Guénaud, il lui organise une garde disciplinée à l'européenne qui tranche avec la totale désorganisation des insurgés. Pour Toussaint, cela est peut-être une question de survie, être à la tête d'un mouvement discipliné lui est sans doute plus efficace pour protéger sa personne et ses biens qu'être seul face à une horde d'insurgés laissés à eux-mêmes. Au printemps 1793, les Espagnols offrent aux révoltés un sanctuaire en même temps que la liberté à ceux qui combattraient pour eux. Toussaint Bréda, à la tête de son armée de 3 à 4 000 Noirs, est vite remarqué pour ses talents militaires et sa discipline. Ainsi est-il promu lieutenant général. Toussaint troque alors son nom Bréda pour l'Ouverture, surnom qui, bien que faisant l'objet de spéculations diverses, devait suggérer son habileté à ouvrir une brèche dans les rangs de l'adversaire. Ses qualités militaires le mènent à développer des ambitions politiques. Un éminent politique, de l'opportunisme à la conduite de la révolution domingoise. 1793 à 94, une conduite pragmatique et séditieuse vis-à-vis des Espagnols, Jean-François et Biassou. Toussaint s'émancipe rapidement de la tutelle des deux chefs historiques du mouvement ainsi que de celle des Espagnols, en entretenant des relations avec le camp français. Le 18 mai 1794, il rallie ainsi le camp républicain sur l'offre du 5 mai 1794 du gouverneur général Lavaux. Longtemps, les historiens ont cru que cette décision avait été motivée par l'officialisation de l'abolition de l'esclavage par la Convention le 4 février 1794. L'historien américain M. John Garrigus a démontré le contraire, la mesure de la Convention n'avait pas encore été portée à l'île. Toutefois, il est vrai, la proclamation par Sontonax, commissaire de la République pour Saint-Domingue, de la liberté générale sur l'île en août 1793 rend le camp français plus attractif pour les anciens cultivateurs esclaves, que le camp espagnol. En mai 1794, Lavaux peut ainsi armer de nombreux cultivateurs avec les 30 000 fusils qu'il avait reçus de la deuxième commission civile. Ce n'est donc qu'une fois l'armée française passée à l'offensive que Toussaint Louverture rallie les abolitionnistes. Pour autant, il n'est pas impossible que Toussaint ait vu dans la cause abolitionniste, l'idéologie qui pourrait lui permettre de survivre politiquement. Une autre raison l'ayant poussé dans le camp français est que Toussaint Louverture était en conflit ouvert avec ses supérieurs. Il venait d'échapper à un attentat dont la responsabilité a été attribuée à Jean-François. Avec Biassou, ses relations n'étaient pas meilleures. Sa défection du camp espagnol marque ainsi son engagement en faveur de l'abolition de l'esclavage. L'année suivante, l'Espagne capitule. 1794 à 1797, au service de la République française. Le ralliement de Toussaint Louverture apporte à Lavaux 4000 hommes entraînés à l'européenne, disciplinés. Cet apport est décisif dans la reprise en main du nord de Saint-Domingue par les républicains. En 1795, les Espagnols vaincus signent la paix avec la France et lui cèdent Santo Domingo. Toussaint Louverture domine alors la province du Nord, à l'exception du Cap français contrôlé par le général Villatte. En récompense de ses services, Toussaint fait partie de la promotion du 23 juillet 1795, permettant l'accès à de nombreux officiers de couleur au grade de général de brigade. La figure de Toussaint Louverture,
particulièrement apprécié par le gouverneur Lavaux, finit par entraver l'ascension du général Villatte. En mars 1787, là de cette situation, Villatte se fourvoie dans un coup d'État en arrêtant le gouverneur Lavaux. Immédiatement, Toussaint intervient et le met en déroute. En récompense de sa loyauté, en plus d'être promu général de division, Toussaint est nommé, le 31 mars 1787, lieutenant-gouverneur de Saint-Domingue, occupant de fait le second rang derrière Lavaux. Le 11 septembre 1787, Toussaint Louverture profite que le corps électoral soit majoritairement formé de soldats pour donner des consignes afin d'élire le gouverneur Lavaux et le commissaire civil Sontonax comme députés. Toussaint n'est pas immédiatement nommé commandant en chef de l'armée de Saint-Domingue en remplacement de Lavaux. Il doit attendre le 3 mai 1797 pour obtenir ce poste par Sontonax. Une fois la promotion obtenue, Toussaint expédie Manu Militari. En août 1797, Sontonax siégeait en métropole, ce dernier lui portant ombrage notamment auprès des Noirs dont il était très apprécié. Toussaint, jaloux de son autorité, glisse vers un pouvoir très personnel. 1798 à 1802, le primat est la cristallisation d'un or noir face à un sud mulâtre. En août 1798, Toussaint Louverture obtient la reddition des Britanniques occupant encore l'ouest de l'île. L'accord signé entre les deux parties prévoit notamment l'ouverture des ports de Saint-Domingue aux navires de commerce britanniques, alors même que la France est encore en guerre avec la Grande-Bretagne. Le général Hédouville, supérieur hiérarchique de Toussaint en poste depuis mars 1798, furieux d'une telle insubordination, s'émeut plus encore par le contenu de l'accord. La dégradation de leurs relations est telle que Toussaint organise, en octobre 1798, une révolte populaire forçant Hédouville à quitter l'île. La veille de son départ forcé, Hédouville décharge le général André Rigaud contrôlant le sud de l'île, de toute suggestion à l'égard de Toussaint Louverture. En juin 1799, Toussaint entre en guerre contre Rigaud. C'est la « guerre du Sud », vue comme un conflit entre la « caste » des Noirs, représentée par Toussaint, et la « caste » des mulâtres, représentée par Rigaud. Le conflit entre les deux hommes n'est pourtant pas une question de couleur, mais une véritable lutte pour le pouvoir et le contrôle du territoire. Il n'empêche qu'une véritable guerre d'extermination, non neutre, est menée contre les mulâtres du Sud, près de 10 000 d'entre eux périssent. En juillet 1800 Toussaint sort vainqueur. 6 mois après, la partie espagnole, officiellement française depuis 1795, est envahie par Toussaint. Mais la consécration est en février 1801, lorsque Bonaparte nomme Toussaint capitaine général de Saint-Domingue. Le général noir devient ainsi le dépositaire officiel du pouvoir exécutif. En moins d'une décennie, Toussaint Louverture, chef militaire autodidacte, célébré à la fois par les Noirs et les Blancs, est parvenu à se hisser politiquement à la plus haute fonction de Saint-Domingue. Sous son impulsion, la révolution domingoise permet l'instauration d'un nouvel ordre, inspiré du modèle colonial de l'Ancien Régime, mais profitant aux militaires de couleur, surtout aux Noirs. La révolution domingoise, l'œuvre inachevée de Toussaint Louverture. Le projet, une restauration de l'ordre ancien au profit des Noirs créoles. On observe, sous le primat de Toussaint Louverture, la restauration de nombreux symboles de l'Ancien Régime. Toussaint Louverture s'était entouré, d'après l'historien M. Guénon, d'une cour où l'étiquette était de rigueur. Les Blancs étaient nombreux à y participer. Certaines mesures prises par Toussaint marquent également une restauration des valeurs morales. Ainsi est rétablie la pompe de l'Église catholique lors de Victoire. Cette cérémonie d'Ancien Régime glorifiant la lutte contre le protestantisme, a été célébrée lors des succès de Toussaint contre les Anglais. Le divorce légalisé sous la Révolution, est supprimé avec Toussaint. Les émigrés, ces planteurs blancs ayant fui la Révolution, sont rappelés afin, assurer Toussaint, de bénéficier de leurs compétences techniques. Dès 1795, Toussaint Louverture se montre très actif pour obliger les anciens esclaves non engagés dans l'armée à reprendre le travail. Ce qui provoque des soulèvements, les cultivateurs y voyant une forme de rétablissement de l'esclavage. Toussaint utilise alors ses troupes disciplinées d'anciens esclaves pour mater ces révoltes. Les habitations sont placées sous administration militaire, les officiers de Toussaint, comme Jean-Jacques Dessalines ou Henri-Christophe appliquent de manière militaire les règlements de culture. Désormais à Saint-Domingue deux entités existent, celle des militaires et celle des cultivateurs assignés sur leurs anciennes habitations. Cette forme de servage a été qualifiée par les historiens de caporalisme agraire. Enfin, sous son autorité, est réalisée une vieille revendication coloniale, l'accession à l'autonomie de la colonie. À la suite du coup d'État de Bonaparte, le régime d'isonomie républicaine des colonies a été supprimé. Les colonies ont été placées sous un régime d'exception. Toussaint, informé de cette mesure, s'attelle de son propre chef à l'élaboration d'une constitution,
celle du 8 juillet 1801, autonomiste et autocratique. Elle est inspirée de la Constitution de l'an 8, notamment pour la prééminence de l'exécutif et du militaire. Cette Constitution le nomme gouverneur à vie, et consacre le catholicisme comme religion d'État, et si, en théorie, elle reconnaît la liberté générale, elle envisage à terme la possibilité de recourir de nouveau à une main-d'œuvre africaine. Enfin, cette Constitution institutionnalise les règlements de culture. C'est Comte Bonaparte qui, apprenant en mars 1801 la prise de possession de la partie espagnole, lui qui œuvrait pour une réconciliation franco-espagnole, entre dans une grande colère. À ses yeux, cette constitution est un affront de trop et Toussaint Louverture devient dangereux. La réaction du premier consul de France Napoléon Bonaparte est l'envoi d'un corps expéditionnaire qui doit mettre un terme à elle, émancipation domingoise. Une chute provoquée par la métropole. La France, en octobre 1801, entre enfin en paix avec la Grande-Bretagne, une expédition à Saint-Domingue est ainsi rendue possible. Un corps expéditionnaire est donc formé et placé sous le commandement du général Leclerc. Il comporte des officiers issus des colonies comme Rochambeau, ou encore des officiers de couleur défaits par Toussaint Louverture, Rigaud, Pétion, Villatte. L'expédition Leclerc quitte la France en décembre 1801 avec 17 000 hommes, renforcés entre mars et mai 1802 par 6 000 hommes. Toussaint dispose d'une armée de 20 000 hommes, répartis entre l'infanterie, la cavalerie et le génie. Par ailleurs, sa garde nationale, véritable troupe aguerrie, compte près de 10 000 hommes. Le général Leclerc débute par un débarquement simultané dans tous les grands ports en février 1802, suivi d'une offensive pour refouler les rebelles. Malgré une supériorité numérique, Toussaint Louverture est rapidement défait militairement et adopte alors une tactique défensive, pratiquant la stratégie de la terre brûlée. Celle-ci n'arrête pas l'offensive menée par le corps expéditionnaire. Malgré des pertes importantes, les troupes françaises sont victorieuses, si bien que les officiers de Toussaint, à l'exemple de Maurepas ou Henri Christophe, font tour à tour défection. Le 6 mai 1802, Toussaint Louverture est contraint de capituler, puis est assigné à résidence dans sa propriété dans l'île. Avec la chute de Toussaint Louverture, la révolution domingoise connaît un coup d'arrêt. Trop progressiste pour Bonaparte, trop réactionnaire aux yeux des cultivateurs, le régime de Toussaint Louverture ne semble satisfaire personne, à l'exception de la nouvelle élite de militaires de couleur, grande bénéficiaire du nouvel ordre. C'est finalement dans une certaine indifférence que le 7 juin 1802, en dépit des promesses faites en échange de sa reddition, Toussaint Louverture, ainsi qu'une centaine de ses proches, est déporté en France. Il est embarqué avec sa famille sur la frégate La Créole et transbordé au large du Cap Haïtien sur le Hérault qui le transporte à Brest. Enfermé au fort de Brest le 14 juillet 1802, il est transféré 8 jours plus tard avec son fidèle serviteur Mars Plaisir au fort de Joux où il meurt le 7 avril 1803, après un hiver toujours rude dans le Doubs. Il faut attendre la fin de la Révolution haïtienne pour que l'œuvre amorcée par Toussaint Louverture trouve son aboutissement, et qu'il soit érigé pour la postérité en héros national haïtien. En effet, c'est son ancien lieutenant Jean-Jacques Dessalines qui proclame l'indépendance de la République le 1er janvier 1804. En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté, mais il repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses. Ces mots sont ce qu'aurait prononcé Toussaint Louverture, le 7 juin 1802, à l'instant de monter sur le navire Le Hérault qui le déporte en France avec sa famille. Cette citation doit être restituée dans une certaine historiographie, confinant parfois à une légende dorée associant Toussaint au Spartacus noir prophétisé par l'abbé Raynal. Hommage posthume. Alphonse de Lamartine publie en 1850 un poème dramatique en 5 actes, Toussaint Louverture, qui fut créé le 6 avril 1850, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Alexandre Dumas, dans son roman Les Mohicans de Paris, 1854 à 1855, met en scène, à Paris, sous la Restauration, des sociétés secrètes dont un membre a pris le pseudonyme de Toussaint Louverture. Le groupe de latin rock Santana a intitulé une chanson à son nom, sur l'album Santana 3, 1971. À Alada, Bénin, sur sa terre d'origine a été construite une statue, car il représente non seulement Haïti, mais aussi l'Afrique. En 2003, à Haïti, l'aéroport international de Port-au-Prince a été rebaptisé Aéroport international Toussaint Louverture. Plusieurs rues ou lycées dans des villes d'Haïti portent le nom de Toussaint Louverture. Un lycée professionnel de Pontarlier à proximité du fort de Joux en Franche-Comté porte son nom. Une école primaire de Clichy-la-Garenne porte son nom. Plusieurs villes de France métropolitaine ont donné le nom de Toussaint Louverture à une rue, une avenue, une place, Blainville-sur-Orne, Bobigny, Clermont-Ferrand, Lorient, Montpellier, Niort, Notre-Dame-d'Aué, Palaiseau, Poitiers, Saint-Brieuc, Saint-Denis.
À Bordeaux, un buste de Toussaint Louverture a été inauguré en juin 2005 sur la rive droite opposée au quartier des Chartrons au lieu de la traite négrière de la ville. À Nantes, le 15 avril 2008, une plaque commémorative et un square dans le centre-ville honorent la mémoire de Toussaint Louverture. À Paris, le 11 avril 2009, dans la crypte du Panthéon, fut inaugurée une inscription gravée sur un mur en l'honneur de Toussaint Louverture qui commémore son combat pour l'abolition de l'esclavage. Une statue l'honore à Québec, inaugurée le 8 septembre 2010, dans le « Parc de l'Amérique latine », situé dans la Basse-Ville, entre le Palais de Justice et la rivière Saint-Charles. Sur l'album To Be Kind, 2014, du groupe de rock expérimental Swan, un morceau s'intitule Bring the Sun, Toussaint Louverture. Le magazine socialiste américain Jacobin en a fait son logo, en hommage au livre The Black Jacobin. L'historien suisse Hans Fasler lui rend hommage avec son programme de cabaret, Toussaint meurt en 1803. Galerie d'images. Selon une étude du chercheur haïtien Fritz Daguiar, seuls 2 portraits d'époque semblent assez proches de leur modèle. Le premier est l'aquarelle réalisée probablement d'après nature par Nicolas Eustache-Morin, reproduit en gravure par François Delpech. L'original fut offert par Toussaint à Roum. Le second portrait a été réalisé par Monsieur de Montfayon, ingénieur sous les ordres de Toussaint. Il a été désigné par Isaac Toussaint comme étant le seul portrait dans lequel il trouvait son père reconnaissable. Enfin, un portrait dessiné par Pierre-Charles Bacquois a été retrouvé en 1989 à Port-au-Prince, authentifié et publié par l'historien français Jacques Deconat dans Haïti, l'éternelle révolution est reproduit dans Toussaint Louverture et l'indépendance d'Haïti et la réédition critique des mémoires du général Toussaint Louverture par le même auteur. Merci de nous avoir suivis dans notre récit historique sur le Spartacus noir de Saint-Domingue. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de récits, à la prochaine.